Depuis une dizaine d'années, le braquage du service public de l'énergie se déroule à la fois sous nos yeux et en dehors de notre compréhension. Peu d'entre nous savent que nous nous sommes mis à remplir les poches d'une infime minorité et que le secteur de l'énergie s'est transformé plus ou moins en un feuilleton de série noire. Qui fait donc 2 millions de dollars. Je n'ai pas vu autant de fric sur cette table depuis que tout le Southside est à nous. Là, c'est en direct. C'est la maison. Non, mais c'est chez nous, c'est la maison. Nous sommes le 17 août 2015, toujours dans le bureau de Don Michael. La télévision diffuse les derniers moments du vote de la loi de transition énergétique. Le syndicat de la case du service public n'a jamais aussi bien porté son nom. Ségolène. Parce qu'on observe à la fois le point de départ et le point d'arrivée. La loi de transition énergétique de 2015, le bébé adulé de Ségolène Royal, est pour le moment l'ultime loi de désintégration du service public de l'énergie. Je pense que j'ai réussi à construire des convergences, un modèle énergétique commun dans lequel tous les Français peuvent se retrouver et surtout pour sécuriser les entreprises qui aujourd'hui vont avoir envie d'investir dans ces nouvelles filières énergétiques pour créer des activités et des emplois en se disant que c'est irréversible. Sécuriser les entreprises qui aujourd'hui vont avoir envie d'investir, pour faire simple, c'est accentuer la marchandisation de l'énergie comme dans l'éolien ou accélérer le pillage du bien public comme dans l'hydraulique. 98% des Français ne savent pas ce qui est en train de se jouer actuellement. Et qu'est-ce qui est en train de se jouer? Alors, ce qui se joue aujourd'hui pour nous concernant la CGT, c'est il faut le dire, il faut rappeler les choses clairement, c'est un vol manifeste de la nation. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, ce qui va être mis en place, ce que souhaite mettre en place le gouvernement avec la Commission européenne, c'est le passage à la privatisation de tout ce qui est ouvrage hydraulique. N'en déplaise à Ségolène Royal, connue pour une modestie légendaire. Et en plus, la France adopte ainsi une des lois les plus en avance de la planète. Le processus de dérégulation du secteur de l'énergie ne débute pas avec sa loi. Une vingtaine d'années, en effet, auront été nécessaires pour aboutir à la jungle actuelle. En 1996, une première directive européenne, sous l'égide du président de la République de droite Jacques Chirac, ouvre grand la porte à la dérégulation. Une loi en 2000, sous le patronage d'un Premier ministre socialiste, Lionel Jospin, fait allégeance à Bruxelles. On joue le jeu des traités, on joue le jeu proposé par la Commission, et le Conseil des ministres aurait pu s'y opposer, mais en fait tout le monde était d'accord pour avancer. Mais la France choisit non pas peut-être de ralentir, voire même de temporiser, mais de ne pas forcer le pas. On va à notre rythme. La France connaîtra effectivement quelques difficultés à conclure par une loi la directive européenne. Il faut dire qu'une majorité de salariés du service public EDF-GDF, emmenés par la CGT, oppose durant toute cette période une résistance farouche. Ce qui nous inquiète d'une part, c'est la privatisation, grosso modo, d'une partie de l'activité, notamment en ce qui concerne la production. Ça fait depuis 50 ans que le service public il marche, il rend service à tout le monde. C'est les gros industriels qui vont profiter du système d'avoir des prix intéressants alors que les usagers vont avoir un tarif beaucoup plus élevé. Mais le parti pris d'une presse en grande partie dans les mains de groupes industriels et financiers pèse dans cette bataille idéologique. Dans toute l'Europe, 60% du secteur est déjà ouvert et les Français sont pratiquement les derniers à s'y mettre. Dans le système actuel, les clients, qu'ils soient particuliers ou entreprises, n'ont pas d'autre solution que de se brancher à EDF pour acheter leur courant électrique. C'est pas un peu dommage pour les consommateurs qui pourraient payer moins cher si on libéralisait davantage? Je crois que l'ouverture européenne n'est pas une catastrophe, c'est au contraire une stimulation vertueuse pour une meilleure gestion d'EDF. Le 15 mars 2002, le sommet est atteint. Au sommet justement de Barcelone, ce sont les forces libérales, incarnées par un président de la République de droite et un Premier ministre socialiste, qui viennent main dans la main jouer un numéro d'illusionniste.
tout en faisant semblant de s'opposer. Il valide en réalité l'ouverture à la concurrence du marché intérieur du gaz et de l'électricité. Nous ne voulons pas que la libéralisation de l'énergie soit faite de façon non équitable ou trop rapide. Nous voulons la maîtriser. Nous tenons à ce qu'il y ait un équilibre dans ces sommets de printemps qui sont faits pour ça, entre l'approche économique et les nécessités sociales. Il faudra passer pourtant par 2 autres lois importantes pour déréguler totalement le secteur de l'énergie et venir à bout de la résistance des salariés. En 2004, le ministre de l'économie Nicolas Sarkozy bonimente les journalistes pour passer en force sa loi de changement de statut d'EDF et de GDF. EDF-GDF ne sera pas privatisé. On ne viendra pas à la privatisation. C'est clair, simple et net. Il n'y aura pas de privatisation d'EDF et Gaz de France. C'est clair, c'est simple et c'est net. En 2010, toujours sous l'égide de Nicolas Sarkozy, devenu président de la République, la loi nommée, défendue par son ministre de l'écologie Jean-Louis Borloo, accentue le hold-up. C'est le grand chambardement dans le marché de l'électricité. EDF doit faire de la place à ses concurrents. EDF a l'obligation de céder au prix coûtant 1/4 de la production nucléaire à ses concurrents. Alors qu'on est sur de la concurrence libre et non faussée, je vois pas où est-ce que ça peut exister. Moi, je vois pas Michelin céder 25% de la production de ses pneus à prix coûtant à Dunlop, à Pirelli ou à Feu Vert ou à Neuroauto, enfin je ne vais pas tous les citer, mais c'est bien la démonstration que le marché de l'énergie, il est créé complètement artificiellement puisqu'on offre une partie de sa production gratuite et sur laquelle, enfin gratuite, à prix coûtant en tout cas, pour laquelle les commercialisateurs externes vont pouvoir se gaver. C'est aussi la démonstration que le marché de l'énergie, il marche à l'envers, quoi. La voie est dégagée pour les concurrents d'EDF. Ils vont pouvoir encore multiplier les profits sur le dos des consommateurs, désormais libres de choisir par qui se faire tondre. Mais la concurrence tourne parfois au vinaigre. Contrat signé sans consentement, arnaque à l'abonnement. Vous allez découvrir comment les démarcheurs à domicile s'y prennent pour passer en force. Les plaintes sont de plus en plus nombreuses. La boucle est bouclée avec la loi de transition énergétique de Ségolène Royal. Mais pour les consommateurs, c'est une autre histoire qui s'est mise en place. La valse des nouveaux opérateurs, des changements de logo. D'autres fournisseurs font désormais concurrence aux fournisseurs historiques. De quoi donner le tournis et perdre la tête. Et oui, EDF est le premier fournisseur alternatif de gaz, car il propose le gaz aux clients qui l'appellent spontanément pour l'électricité, souvent lors de leur déménagement. EDF est ainsi le premier concurrent d'Engie, le nouveau nom de GDF. Engie est quant à lui le premier concurrent d'EDF sur l'électricité et propose notamment une offre d'électricité tout en ligne, réellement compétitive, sous la marque Happy. Quand un gars rentre dans un appartement et qu'il y a le gaz et l'électricité, bon, souvent, qu'est-ce qu'on lui propose? Enfin, c'est la mission qu'ont les réceptionnistes au téléphone de dire on vous fait une facture commune, vous avez le gaz et l'électricité, on vous met tout. Le gars, il croit qu'il est toujours EDF-GDF. Il dit bien sûr, facture commune EDF-GDF, mais il n'est plus EDF-GDF. Il est à EDF électrique et EDF gaz de l'autre côté. Je ne sais pas comment ça s'appelle, donc ça. Bon. S'il veut rester au tarif régulier, il faut qu'il aille à Engie, prendre le gaz à Engie. Et là, du coup, le mec, il perd le tarif régulier gaz. Et Engie fait pareil de l'autre côté, ils perdent. Et en plus, les agents qui répondent au téléphone, ils ont pour mission de placer des factures. Et ils ont même des primes. Chaque fois qu'ils placent des factures communes, ils touchent des primes, les mecs. Pour les inciter, quelque part, à entraîner les gens vers ce système qui ne va pas dans leur sens, quoi, qui ne va pas dans le sens du service public. Un service public intégré qui contrôle production, transport, distribution et commercialisation au service des usagers et non des clients a donc aujourd'hui en grande partie disparu. Disparu, pas tout à fait. Il existe encore des îlots de résistance entourés par de multiples légions libérales. Non, pas à l'ouest, pas en métropole, dans les territoires et pays d'outre-mer, et ici en Corse. La spécificité insulaire fait que, justement, on continue d'exister comme existait EDF-GDF il y a quelques années, avant la séparation des entreprises, et avant qu'elles se fassent concurrence sur le continent aujourd'hui. Cette spécificité réunit
toutes les grandes entités qui existent sur le continent sous forme de services en Corse. Production, transport, distribution, commercialisation de l'énergie électrique et gazière. Les Corses bénéficient d'un service public intégré, voilà, comme tu le dis si bien, intégré et qui fonctionne très bien aujourd'hui. Alors ici, tu es au siège d'EDF qui regroupe les fonctions support, donc les métiers ressources humaines, comptabilité, formation, contentieux, et aussi, chose très importante à nos yeux, une agence clientèle qui reçoit les usagers. Et on sait, parce qu'on a des infos de par les contacts qu'on peut avoir, y compris sur le continent, que c'est en voie de disparition sur le continent. Et nous, on arrive à préserver un contact avec les usagers qui ont la possibilité de venir soit payer leurs factures, soit faire changer leur abonnement sur le siège d'Ajaccio. Ça, c'est important, ça. Le contact du service public avec l'usager. C'est quelque chose qui est en train de disparaître. Et à travers ça, disparaît aussi l'âme même du service public. Bien sûr. Bon, tout d'abord, pour nous, c'est important parce que qui dit agence clientèle dit emploi au service du public. Donc pour renseigner le public sur ses droits, ses factures, un échelonnement de paiement, pour les gens qui sont en difficulté. Ça reste un contact humain. On a encore la chance, je le disais tout à l'heure, d'être un centre intégré qui a, sous la houlette d'une même direction régionale, la production, le transport, la distribution, la commercialisation du gaz et de l'élec. Il faut qu'on se batte pour le préserver. Il faut qu'on se batte pour le préserver. Et pour nos employés, pour nos agents, et pour notre statut, et pour que les Corses bénéficient d'un service public de qualité. Parce qu'à la fin, ça va être l'explosion des tarifs, le tout payant. Ce matin-là, à Corté, se déroule la commission exécutive du syndicat CGT en présence des délégués de toutes les entités du service public de l'électricité et du gaz de l'île. Cette réunion syndicale est aujourd'hui inimaginable sur le continent, tant le secteur de l'énergie a été désintégré. Mais la particularité corse est elle aussi menacée. Le rouleau compresseur libéral a décidé de mettre au pas l'îlot de résistance. Et ça, vous pouvez le dire aux agents. Il n'y aura aucun service épargné. Aucun. Je parlais du gaz, je parlais du vase, je parlais de l'hydro à une échéance un peu plus longue, je parlais des services de la clientèle, de la comptabilité, des fonctions support. C'est quoi un service public de qualité de l'énergie? C'est que quand il y a un épisode climatique exceptionnel, comme il y en a eu beaucoup cette année, et comme il y en aura de plus en plus par rapport au réchauffement climatique, les copains ils sont sur le terrain 24 heures sur 24 et ils remettent le jus le plus vite possible, par n'importe quel temps, dans n'importe quelle condition, sous la neige, de nuit, dans le vent, sous la pluie. Ils ne se posent pas de questions. Par contre, le gouvernement et les directions ne se posent pas de questions pour démanteler ces services-là. Chaque service sera impacté par le démantèlement du service public. Chaque service, ceux qui croient qu'il est à l'abri, ils se mettent un doigt dans l'œil et l'autre ailleurs. On va scout-souler le public, mais il faut qu'on aille scout-souler aussi les agents. Et ça, c'est de notre ressort à nous tous. Parce qu'au Violi, on n'en veut pas de ce système de merde. On n'en veut pas. La loi de la jungle, on n'en veut pas. Parce que dans la jungle, c'est pas nous les lions, Individuellement, là, on est des antilopes, nous, Les lions, c'est les patrons, aujourd'hui. Mais collectivement, les gars, les lions, c'est nous. Donc, à un moment donné, il faut qu'on mobilise. On est dans une phase où, au-delà de se préoccuper de notre statut, de nos acquis, ça, c'est une certitude, parce qu'on n'est pas des bâtards, on sait d'où on vient, On sait que c'est les anciens qui nous ont bâti ça, on ne va pas le lâcher. Mais en plus de ça, il va falloir qu'on aille secouer les usagers. On se bagarre pour les usagers, pour les cousins, pour les tantes, la famille à Corté. C'est pour cela qu'on se bagarre aussi. Mais casolo benoi. Donc au Violi, moi je souhaite que les copains maintenant ils prennent la parole, les jeunes. Les jeunes qui ont les manettes à la main et qui sont sur le terrain. Et qui disent un peu ce qu'ils en pensent. Et surtout avec des mots, tu vois, des mots simples, si vous voyez ce que je veux dire. Et voilà. Lorsqu'on est rentré, nous, à EDF, on n'est pas rentré à EDF pour un salaire mirobolant, on est rentré pour le service public, pour l'image que reflétait EDF. Parce que lorsqu'on est sur le continent, quand on a des copains sur le continent qui nous expliquent, quand il y a une panne qui va arriver une entreprise privée, il se dit « Oh là là, qui arrive ?» Parce qu'ici, quand EDF arrive sur le réseau, on dit « C'est bon, il y a EDF, on va être réparé. » C'est aussi ça le service public et ce à quoi on est attaché.
nous, on se bat pas pour un privilège ou des privilèges comme certains médias peuvent le laisser croire ou le laisser entendre à une population. On se bat parce qu'on considère qu'une population, notamment sur l'île, qui vit avec beaucoup de précarité et un taux de chômage plus élevé que sur celui du continent, tout ce que je dis depuis un certain nombre de mois, voire d'années, et qui est vérifié et vérifiable et incontestable de par les chiffres, on se bat pour que cette population-là puisse avoir un service public de l'énergie et d'autres, à côté d'autres services publics, comme celui des soins, comme celui de la justice, comme celui de l'alimentation en eau potable, qui soient dignes de l'enseignement, qui soient dignes à des tarifs qui ne cherchent pas à faire du bénéfice ou du fric sur leur dos. C'est ça qui est important.